À l'occasion de la fête du travail, la bague de fiançailles Société de traduction a pensé aux chômeurs et à ceux qui cherchent activement du travail. La bague de fiançailles Société de traduction explique aux chercheurs d'emploi comment rédiger une lettre de motivation et décrocher un emploi. Suivez de bout en bout cet entretien avec le docteur Théodore Dassé, directeur général de la bague de fiançailles Société de traduction. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez ce qu'il faut absolument faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire dans une lettre de motivation. Alors, allons à sa rencontre. Dans toutes les offres d'emploi, il est toujours demandé aux candidats d'envoyer deux choses, notamment une lettre de motivation et un curriculum vitae, le fameux CV. Dites-nous, qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Bien, la lettre de motivation, c'est un courrier. C'est un courrier qu'un candidat à un poste envoie au recruteur. Voilà globalement ce que c'est que la lettre de motivation. Elle s'appelle aussi, on l'appelle lettre de motivation, mais on l'appelle aussi lettre d'accompagnement. On l'appellera également lettre de candidature. Donc si on vous dit envoyez votre lettre d'accompagnement, ou envoyer votre lettre de candidature, il faut savoir qu'on parle du CV. Qu'on ne parle pas du CV, qu'on parle de la lettre de motivation. Je comprends bien de candidature, c'est une lettre destinée à présenter une candidature. En revanche, pourquoi le complément de nom, motivation, pourquoi accompagnement? Que se cache-t-il derrière les mots motivation et accompagnement? Bien, on l'appelle lettre de motivation parce que derrière le mot motivation, il y a raison. Il faut voir raison. Lettre de motivation, c'est une lettre dans laquelle vous donnez les raisons pour lesquelles le poste vous intéresse. Si vous avez décidé de postuler, c'est que vous avez une raison de postuler. Donc, dans cette lettre, vous dites pourquoi vous postulez. Donc, voilà. L'autre aspect, lettre d'accompagnement. Pourquoi on l'appelle-t-on aussi lettre d'accompagnement? On l'appelle lettre d'accompagnement parce que elle accompagne un autre document qui s'appelle le CV. Donc, lettre de motivation dans laquelle vous déclinez vos raisons et lettre d'accompagnement parce qu'elle accompagne le CV. En quoi la lettre de motivation est-elle importante? Bien, la lettre de motivation, elle est importante pour deux raisons. Elle est importante parce que, comme on l'a dit plus haut, c'est dans ce document que vous déclinez les raisons pour lesquelles vous voulez que le recruteur s'intéresse à vous. Donc, sans lettre de motivation, le recruteur ne peut pas savoir ce que vous voulez au juste. Qu'est-ce qui vous pousse à postuler? Donc, ça, c'est pour le recruteur. Elle est importante pour le recruteur. Elle est importante pour vous, le candidat, parce que vous y déclinez vos motivations. Vous l'utilisez pour convaincre le recruteur d'aller plus loin avec vous dans le processus de recrutement. Parce que vous envoyez votre lettre, vous envoyez votre CV, on va faire un premier tri. Et généralement, le premier tri peut se faire ou se fait sur la base de la lettre de motivation. En fonction de vos motivations, on peut décider d'aller un peu plus loin avec vous, c'est-à-dire on peut décider de vous présélectionner ou pas. Maintenant, la lettre de motivation, elle est aussi importante parce qu'elle permet au recruteur de sonder la personnalité du candidat. Donc, pour se résumer, on va dire qu'elle permet au candidat de dire pourquoi le poste l'intéresse. Et puis de deux, elle permet au recruteur de sonder la personnalité du candidat. Quelle est la structure d'une lettre de motivation? Bien, pour parler de la structure de la lettre de motivation, on peut parler de deux éléments principaux. On a la structure physique et puis on a la structure thématique. Pouvez-vous expliquer chacun de ces éléments de structure? Commençons par la structure physique. Qu'en est-il de la structure thématique? Bien, la structure physique, c'est vraiment les éléments physiques, les éléments de présentation. Et c'est également les éléments périphériques. C'est-à-dire que dans une lettre, on a les éléments standards. Voilà. On a la date, c'est-à-dire qu'on a un endroit pour la date, on a un endroit pour les données du destinataire, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre, ou du destinataire, celui qui envoie la lettre. On a un endroit
pour les données du destinataire, c'est-à-dire celui à qui on envoie la lettre. On a un endroit pour l'objet. On a un endroit pour les salutations d'usage. Et puis, on a un endroit pour le premier paragraphe. On a le deuxième paragraphe. On a le troisième paragraphe. On a le quatrième paragraphe. On a éventuellement le cinquième paragraphe. Et puis, on a d'autres éléments comme les salutations de fin. On va saluer à la fin. Il y a un endroit pour ça. Ça, c'est les éléments physiques. Et puis, il y a un endroit pour la signature. Il y a un endroit pour le nom de l'expéditeur, pour le destinataire. Et puis, il y a un endroit pour d'autres éléments. Ça peut être les pièces jointes. Ça, c'est vraiment l'aspect physique. Physique, ça veut dire qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, c'est que vous avez un papier et puis vous mettez ça, c'est le voilà, endroit A, endroit B, endroit C, endroit D, ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, structure thématique, c'est ce qu'on met à ces différents endroits-là. On sait que bon, pour la date, vous mettrez la date, vous savez, vous mettrez la date. Pour le destinataire, pour l'objet, pour les salutations. Maintenant, vraiment l'aspect thématique, ça renvoie vraiment au contenu de la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation? Qu'est-ce qu'on met où? Donc il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on met dans le corps du texte? Et qu'est-ce qu'on met où? Donc voilà sur le plan thématique. Si vous voulez, on peut aller dans les détails. On peut prendre peut-être le premier paragraphe après les salutations d'usage. Ça peut être cher, ça peut être ce que vous voulez. On a un premier paragraphe dans la lettre de motivation dans lequel, dans ce paragraphe précisément, on dit pourquoi on écrit. Pourquoi on écrit. Premier paragraphe, on dit pourquoi on écrit. Et ça doit être un paragraphe court, il doit être court. Généralement, 2 lignes. 2 lignes, vraiment 2 lignes, ça va. On peut aller un peu plus au-delà, pour une raison ou pour une autre, mais vraiment, il ne faut pas aller au-delà de 3 lignes. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, c'est ce que j'appelle le paragraphe argumentaire. C'est dans ce paragraphe qu'on essaie de convaincre le recruteur. On lui dit pourquoi vous êtes le candidat. C'est vraiment là où on répond à la question pourquoi. Pourquoi je suis le candidat idéal pour ce poste. Pourquoi c'est moi qu'il faut appeler. Pourquoi il faut mieux, ça vaut le coup de m'appeler pour un entretien d'embauche pour qu'on aille un peu plus loin dans la discussion. Vraiment, ça c'est le deuxième paragraphe et c'est l'essentiel. Après, on peut avoir un troisième paragraphe qui peut être la suite du deuxième paragraphe, c'est-à-dire on peut poursuivre l'argumentaire parce que si le deuxième paragraphe argumentaire il est trop long, il n'est plus sur le plan esthétique, il n'est plus très acceptable. Donc il peut arriver qu'on ait envie, qu'on éprouve le besoin de diviser donc ce paragraphe en deux. On peut avoir donc 2 paragraphes d'argumentaire. Et puis, après l'argumentaire, donc vient ce qu'on appelle l'appel à l'action. Il faut dire au recruteur ce qu'on attend de lui. Après avoir essayé de le convaincre, le paragraphe 2, il faut lui dire, parce qu'il faut bien qu'il réagisse, il faut lui dire ce qu'on attend de lui. Donc on appelle ça l'appel à l'action. Après, il y a les salutations finales. Voilà. On peut dire que voilà, après ça, les salutations finales et puis qu'est-ce qu'on a après ça? On peut avoir la signature, on peut avoir les formules de politesse d'usage. Voilà, peut-être dans la suite dans l'attente, qu'est-ce que vous dites souvent? Dans l'attente d'une suite favorable, voilà, veuillez agréer. Mais ça, il ne faut pas confondre ça avec l'appel à l'action. Ce n'est pas l'appel à l'action ici. Ça, c'est vraiment une formule de politesse. C'est une formule de politesse qui n'est pas l'appel à l'action. L'appel à l'action vient avant la formule de politesse et l'appel à l'action vient après ce que j'ai appelé l'argumentaire. Voilà. Qu'est-ce que la motivation concrètement? Que faut-il dire à un employeur potentiel qui souhaite connaître vos motivations? Que ne faut-il pas dire? Bien, qu'est-ce que la motivation?
et qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Vous allez remarquer que dans les appels à candidature, les recruteurs prennent généralement la peine de décrire le poste et de décrire leurs attentes. Et parfois, ils prennent la peine de décrire le profil du candidat idéal. On dit, le candidat idéal, il doit avoir tel nombre d'années d'expérience, il doit avoir tel profil. Il a un profil. Et puis, le recruteur, il a des attentes. Il ne recrute pas pour recruter. Il a un besoin qu'il doit combler. Et le recrutement, donc, le processus de recrutement, c'est pour trouver quelqu'un qui peut combler ce besoin. Donc, ce qu'on doit dire dans l'argumentaire, la lettre de motivation, c'est partir des besoins du recruteur et proposer une solution. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un qui a tel profil pour tel poste. Ça veut dire que le candidat, il doit analyser le besoin du recruteur et puis dans son argumentaire, il doit dire en quoi il est le candidat idéal. Si on dit par exemple, on a besoin d'un traducteur, titulaire d'un master en traduction, peut-être avec 5 années d'expérience, ça c'est des besoins. Pourquoi l'entreprise a besoin de ce profil-là? Et là, dans votre réponse, vous allez donc essayer de le convaincre, lui dire pourquoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Donc, c'est vraiment pour convaincre. Voilà, il faut lui apporter des réponses aux problèmes qu'il a. Il faut dire en quoi votre profil correspond à ce qu'il a, voilà, à la description qu'il a donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire dans une lettre de motivation? Dans la lettre de motivation, il ne faut pas aborder des problèmes d'ordre personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous dites dans la lettre de motivation doit être une réponse ou une solution au problème de l'employeur. Vous répondez à son besoin. Ça veut dire que si vous avez des problèmes de loyer, par exemple, vous n'allez pas dire à l'employeur ou au recruteur, voilà, que ce qui vous motive, c'est de trouver un emploi et puis pouvoir payer votre loyer. Par exemple, vous n'allez pas dire que vous avez, j'ai déjà reçu des lettres comme ça, voilà, quelqu'un qui m'explique que voilà, il a besoin d'argent pour nourrir son enfant. Voilà, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il s'occupe de son bébé. C'est pour ça qu'il a besoin de l'emploi. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je recrute un traducteur parce que j'ai besoin de quelqu'un qui a ce profil pour faire tel type de tâche. Lui, il ne vient pas pour ça, mais il vient parce que voilà, il veut du travail, il veut de l'argent. Vous voyez que nos intérêts ne coïncident pas, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc on n'a pas le même, comme nos intérêts ne coïncident pas, c'est pas le candidat idéal. Même si derrière il a tout le profil qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a dit master, il a un master en traduction, on a dit 5 ans d'expérience, il en a 10, on n'a pas les mêmes motivations. Donc, il faut que tout ce qu'on doit dire dans la lettre doit correspondre aux motivations de l'employeur. Voilà. On ne doit pas, on peut avoir derrière, c'est vrai, derrière on veut bien un emploi. Voilà, c'est légitime, on veut un emploi. Et puis l'emploi, c'est naturel que si vous êtes employé, vous aurez de quoi payer, nourrir votre enfant. Donc c'est pas très intelligent de dire ça. Ce n'est pas intelligent de dire ça. Parce que vous ne voulez pas, c'est pas pour le sacerdoce. Vous ne venez pas travailler gratuitement, vous serez payé de toutes les façons. Vous serez payé. Donc, il vaut mieux mettre l'accent sur la valeur que vous allez apporter à l'employé, sur votre capacité à résoudre le problème qu'il a. S'il recrute un traducteur, ça veut dire qu'il a un besoin de traducteur. Il ne recrute pas pour recruter. Il ne recrute pas pour donner du travail aux gens. Ce n'est pas l'objectif. On ne recrute pas pour donner du travail. On recrute pour résoudre un problème qu'on a en interne. Et il revient au candidat de dire en quoi il peut résoudre ce problème. Le problème peut avoir été explicitement décrit dans l'appel à candidature ou pas. Quel que soit le cas, le candidat doit pouvoir l'identifier. Il doit savoir l'identifier à partir
de l'appel à candidature et puis dire en quoi il pourra le résoudre. Avez-vous des exemples précis à donner pour chaque cas? Bien, je crois que j'en ai déjà parlé. Pour ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, voilà, il ne faut pas raconter sa vie au recruteur. Il ne faut pas raconter sa vie au recruteur. Il faut dire en quoi on est bien placé pour résoudre le problème qu'il a. On peut prendre un autre exemple. J'ai pris l'exemple du traducteur tout à l'heure. On peut prendre l'exemple d'un réviseur. Si la Banque de fiançailles Société de traduction publie une annonce, on dit qu'on recherche un réviseur. On a besoin d'un réviseur en interne. Ça veut dire que on cherche quelqu'un qui a un profil réviseur. Quelqu'un qui peut réviser les traductions, qui peut repérer les fautes à distance, qui peut les analyser, qui peut les corriger, qui peut expliquer à l'équipe des traducteurs en quoi, voilà, en quoi telle traduction ou telle autre est acceptable ou pas. Donc, si vous postulez pour ce poste, ça suppose que vous avez ces qualifications. Vous pouvez les avoir à partir de votre expérience précédente, ou bien vous pouvez ne même pas l'avoir. Vous pouvez ne pas avoir cette expérience, une expérience précédente, peut-être on va revenir sur l'aspect de l'expérience, vous pouvez ne pas avoir l'expérience, mais vous en avez les compétences, c'est-à-dire que vous vous sentez capable de réviser. Maintenant, à partir, peut-être, si vous avez fait votre recherche sur l'employeur, vous allez vous rendre compte que peut-être il recrute parce qu'il a ce besoin-là. Pourquoi il a ce besoin? Et vous dites comment en vous recrutant, il pourra résoudre des problèmes de révision. À partir de là, vous pouvez par exemple partir des exemples. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que, voilà, si vous me prenez, vous ne pourrez pas, dans les traductions que vous aurez, par exemple, vous n'aurez pas de problème de faux amis, par exemple. Vous n'aurez pas de problème de parallélisme fautif dans vos traductions. Vous n'aurez pas de problème de zeugme fautif. Vous n'aurez pas de problème de telle chose. Parce qu'on recrute quelqu'un qui peut détecter ce genre de problèmes. Voilà les problèmes communs qu'on retrouve dans les traductions. Et vous dites, si je viens comme réviseur, vous n'aurez plus tel type de problème. Si je fais partie de votre équipe, vous n'aurez pas tel type de problème. Si je fais partie, vous n'aurez pas tel type de problème. Voilà des exemples. Qui est à l'honneur dans une lettre de motivation, le recruteur ou le candidat? La lettre de motivation, elle est adressée au recruteur. C'est pour ça qu'une bonne pratique consiste à parler d'abord du recruteur, c'est-à-dire de l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler. Donc, dans la lettre de motivation, il faut partir du vous avant d'arriver au je. Il ne faut pas dire je fais telle chose, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait ceci. C'est pas ça qu'on attend dans la lettre de motivation. Dites, vous avez tel problème. Vous dites, les agences de traduction comme la vôtre ont peut-être des problèmes, tel type de problème dans le domaine de la traduction. Des traductions qu'ils reçoivent. Par exemple, leurs traducteurs peuvent avoir tel type de problème. J'imagine, si vous recrutez un réviseur, ça veut dire que vous avez certainement ce type de problème. Donc, si vous me recrutez, ce n'est pas je avant le vous. Si vous m'avez dans votre équipe, voilà ce que je peux vous apporter. Vous voyez, ça tourne toujours autour de vous. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de je. Il faut parler de l'entreprise, il faut parler du recruteur. Il faut parler des problèmes qu'ils peuvent avoir et de comment vous pouvez résoudre ces problèmes. Juste pour clarifier, quelle est la différence entre une lettre de motivation et un CV? Très bien. La lettre de motivation, ce n'est pas le CV. C'est deux documents différents. On l'a dit. Lettre de motivation, une lettre de motivation, ce n'est pas la réplique d'un CV. Donc, il faut éviter de répéter dans la lettre de motivation ce qu'on a déjà dans votre CV. Dans le CV, vous parlez de vous. Voilà. J'ai travaillé chez la Banque de fiançailles pendant 10 ans. Après j'ai travaillé chez tel pendant 5 ans. Après j'ai fait telle chose. Après j'ai fait telle chose. Ça c'est le CV. Maintenant dans la lettre de motivation, vous dites
Vous parlez, j'ai dit dans la de motivation, on parle du recruteur. C'est-à-dire les agences de traduction comme la vôtre ont souvent tel type de problème. Si vous recrutez parce que justement vous avez ce problème, voilà comment je peux le résoudre. Et comment est-ce que je le résous? Comment je peux le résoudre et pourquoi moi? Parce que j'ai une certaine expérience pour l'avoir fait ailleurs. Donc vous le renvoyez, dans ce cas vous le renvoyez à votre CV. Donc ce n'est pas l'endroit pour lister, pour revenir encore sur tout ce qu'on a déjà dans votre... Puisque de toutes les façons, il a déjà votre CV. Ce n'est pas la peine de de citer encore les éléments du CV dans l'aide de motivation. Beaucoup, voire toutes les entreprises qui recrutent, n'ont Dieu que pour des candidats expérimentés. Très souvent, malheureusement, cette exigence laisse sur le bord de la route beaucoup de chercheurs d'emploi. Dites-nous, si j'ai peu d'expérience ou pas d'expérience du tout, ma lettre de motivation peut-elle pallier cet handicap? Donc, on va dire oui et non. On dit d'abord oui, parce que comme je l'ai expliqué, la lettre de motivation a une partie qu'on a appelée l'argumentaire. Là, on essaie de convaincre le recruteur, on essaie de le persuader qu'on peut résoudre son problème, qu'il a un problème et on a la solution à ce problème. Donc, si on a un bon parleur, si on sait bien plaider sa cause, dans l'argumentaire de la lettre de motivation, on peut arriver à convaincre, ou moins à décrocher un rendez-vous avec le recruteur, même si on n'a pas d'expérience du tout. C'est-à-dire que vous n'avez aucune expérience, mais vous arrivez à le convaincre, de discuter avec vous, de prendre rendez-vous, et puis de voir dans quelle mesure vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez travailler ensemble, même sans expérience, vous pouvez acquérir cette expérience en travaillant avec lui. Donc c'est pour ça que je dis qu'une lettre de motivation bien structurée peut être l'allié idéal d'un candidat sans expérience. Maintenant, je dis non, ça c'est le volet optimiste, oui. Non, parce que l'expérience, en réalité, rien ne vaut l'expérience. L'expérience est importante, elle est importante, mais si on ne l'a pas, si on n'a pas l'expérience, on peut convaincre le recruteur de se faire recruter. Mais là, on sait, le recruteur peut accepter sur la base de tout ce que vous pouvez lui dire et sur la base de votre potentiel. Parce que vous pouvez ne pas avoir l'expérience, mais vous avez le potentiel. Et si un recruteur, si vous arrivez à vendre votre potentiel au recruteur, il peut prendre le risque de travailler avec vous, quitte à investir dans votre formation, parce qu'il sait que à court ou à moyen terme, vous allez devenir efficace. Vous pourrez rapidement acquérir de l'expérience et lui apporter la valeur qu'il recherche. Vous avez dit que la lettre de motivation permet au recruteur de sonder la personnalité du candidat. Comment est-ce que cela est possible? Bien, la personnalité, j'ai dit, elle permet de sonder la personnalité parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver dans une lettre de motivation, il y a des choses qu'on doit retrouver dans une lettre de motivation. En parlant de la structure de la lettre de motivation, on appelle la présentation. Par exemple, si vous avez une présentation qui n'est pas soignée, si la structure, la présentation, la structure physique de votre lettre de motivation n'est pas soignée, ça indique déjà que vous n'êtes pas quelqu'un de soigné, vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé. Donc, si vous n'êtes pas organisé dans votre lettre, c'est que dans la vraie vie, c'est comme ça que vous êtes. Et donc, au travail, c'est comme ça que vous serez. Si vous écrivez avec des fautes, une lettre de motivation avec des fautes, ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de méticuleux. Et ça veut dire que votre travail il y aura aussi beaucoup de manquements dans votre travail. C'est des indicateurs. Si vous étiez méticuleux, parce que vous écrivez votre lettre de motivation sans pression, vous n'êtes pas surveillé, vous n'avez pas, c'est pas un examen, c'est-à-dire que c'est pas un travail contre la montre. On ne vous a pas donné 2 heures pour écrire et remettre votre copie. Vous avez pris votre temps, vous avez rédigé et puis vous l'avez envoyé. Si vous envoyez une lettre qui a des fautes, ça veut dire que vous n'êtes pas appliqué. Voilà un trait de caractère. Ça renseigne sur votre personnalité. Vous n'êtes pas quelqu'un d'appliqué, vous ne soignez pas votre travail. Et donc, si on vous recrute, on sait d'office qu'on prend quelqu'un qui ne sera pas appliqué. Quelqu'un après qui il faudra courir tout le temps.
quelqu'un qui ne peut pas être autonome. Donc, voilà pourquoi je dis que ça renseigne, ça en dit long sur votre personnalité, la présentation et les fautes que vous avez. Quels sont les pièges à éviter? Donc, les pièges à éviter, je crois que ça répond aussi à la même question. Il faut soigner sa lettre de motivation. Il faut éviter d'écrire avec des fautes. Vraiment les fautes de base. Il faut éviter les fautes de base. Il faut que les fautes de grammaire de base, les fautes d'orthographe, les fautes de style encore, même à partir de votre style, on peut savoir qui vous êtes. Si vous êtes sophistiqué, on le saura. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit mentir sur son style? Pas du tout. Vous pouvez garder votre style. Voilà. Mais il n'y a pas de style au niveau de la grammaire. Il n'y a pas de style en grammaire. Une faute de grammaire est une faute de grammaire. Vous ne pouvez pas avoir votre style, ne peut pas être dans des fautes. C'est-à-dire vous commettez des erreurs et puis vous dites voilà, c'est votre style. Pouvons-nous étudier un cas concret de lettre de motivation? Oui, on va avoir un cas de lettre de motivation, mais je crois que ça doit faire l'objet d'une vidéo à part entière. D'accord. Si nous nous retrouvons en tant que chercheur d'emploi sur une offre d'emploi qui ne nous demande pas de lettre de motivation, mais juste le CV, est-ce que nous devons nous attarder sur cette offre d'emploi ou alors juste passer? Non, je crois qu'il faut poser plutôt la question autrement. Peut-être, est-ce que dans une offre d'emploi, on demande juste d'envoyer votre CV à telle adresse? Voilà. Est-ce qu'il doit quand même ajouter une lettre de motivation ou pas? Voilà. Je crois que la lettre de motivation, elle est naturelle. Même quand on ne la demande pas, elle est là forcément. Parce que vous n'allez pas juste envoyer la lettre comme ça. C'est-à-dire, imaginez qu'on dit envoyez votre lettre, votre CV à telle adresse et puis vous ouvrez votre boîte, vous mettez l'adresse email, vous joignez juste et puis vous envoyez. Vous voyez que même là, ça va dire que vous manquez de... Vous n'êtes même pas poli. Là, même pas politesse, il faut écrire quelque chose. Voilà. Et s'il faut écrire, il faut écrire une lettre de motivation en bonne et due forme. Donc même si on ne la demande pas, il faut l'écrire. Souvenez-vous, j'ai dit, elle permet de se vendre aux recruteurs. Voilà. Elle permet de se vendre aux recruteurs. Et j'ai aussi dit qu'elle peut remplacer, le CV. Voilà. Parce que même à partir de la lettre de motivation, certains recruteurs vont vous demander, d'autres demandent même uniquement la lettre de motivation. Et c'est après avoir lu la lettre de motivation qu'ils décident de vous recontacter, vous demander, bon, envoyez votre CV, on voit si vous avez de l'expérience ou pas.